Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo, si vous la regardez, par rapport à mes réactions sur l'UFC, la carte La Maison Blanche. J'ai dit que j'allais faire une vidéo dans le fond, si j'allais présenter quel pourrait être le potentiel prochain combat de chaque combattant qui s'est battu sur la carte. Puis c'est quelque chose, c'est une habitude que je vais prendre, que je vais faire sur la plupart des grosses cartes, des cartes numérotées en fait. Moi je trouve ça vraiment intéressant de prouver quel match-up serait le meilleur pour tel combattant, etc. Puis ça nous permet un peu de se visualiser sur l'avenir ce qui se fait dans chaque division. Donc on va commencer par le bas de la carte, puis on va monter vers le haut de la carte, puis vous allez comprendre rapidement. Dans le fond, c'est assez simple comme format, là. On fait juste discuter un peu sur des potentiels combats à faire, etc. Donc on va vraiment commencer dans le bas de la carte avec notre premier combattant qui va être Steve Garcia. Donc Steve Garcia s'est incliné par TKO au deuxième round face à Diego Lopez. En fait, ça va être KO. C'est pas un TKO, je pense que c'est quand même un KO. Ça va être finir vraiment au sol sur un ground pound après avoir été mis à terre par des crochets de Diego Lopez. Dans le fond, Steve Garcia était quand même près du top 10. Je pense qu'il était 11e. Il était sur une belle montée. On l'a vu battre des gars comme Calvin Kattar, comme David Onama, qui étaient tout de même des gars du bas du panier. Là. C'est des gars vraiment plus près de la 15e place. Puis quand on regarde, c'est assez difficile de trouver quelqu'un parce que près de lui, en fait, juste en dessous de lui, il y a Mills Acosta. Il l'a déjà battu. Quand on monte en haut, c'est beaucoup de gens qui viennent de se battre, etc. Donc moi, je dis qu'il pourrait se battre contre un combattant qui vient juste de se battre très récemment. Il a subi une défaite, puis il est juste au-dessus de lui, donc il n'y a pas un trop gros écart au niveau du classement. Ça va être Youssef Zalal. Donc Youssef Zalal, je pense qu'il est 9e, ou vraiment il est juste à l'intérieur du top 10. Il s'est battu tout récemment contre Aljamain Sterling dans un Fight Night. Il s'est incliné à la décision dans une très belle performance de Sterling. Mais on a vu que Youssef Zalal était quand même avec lui tout le long. C'est quelqu'un qui est très polyvalent, extrêmement rapide debout, qui a un très bon grappling. Puis les deux sont un peu des prospects, sont un peu des membres de cette nouvelle génération-là qu'on voit un peu apparaître chez les poids plumes avec des Jean Silva, Kevin Vallejos, etc. Donc moi je pense que Steve Garcia, ça va être un très beau match-up contre Youssef Zalal. C'est deux combattants qui sont très grands pour la catégorie. Donc je pense 5 pieds 10 pour Youssef Zalal, à peu près 6 pieds Steve Garcia. Peut-être même 5 pieds 11 pour Zalal. C'est un match-up qui va être explosif debout. Les deux sont très techniques. Ils ont une assez bonne puissance de frappe. Je pense tout simplement que quelqu'un qui a des performances comme Steve Garcia qui avait autant de finish, c'était pratiquement un KO à chaque combat qu'il y avait. Je veux pas nécessairement le refaire combattre bas dans le classement, même quelqu'un qui est en dehors. Là. Je veux quand même essayer de le garder chaud, actif dans le top 10 en fait. C'est sûr que c'est pas un combat que je verrais peut-être tout récemment, bientôt en fait, parce qu'il vient quand même de subir un gros KO. Puis Youssef Zalal, ben lui, s'est pris quand même une guerre avec quand même des dommages à la tête contre Sterling. Donc c'était plus quelque chose qu'on pourrait voir en début d'année prochaine ou en fin d'année, cette année 2026. Donc voilà. Donc ça nous met à Diego Lopez, qui est le vainqueur de ce combat qu'on a vu. Très très belle performance. On l'a vu vraiment checkmate, échec et mat, Steve Garcia. Après un premier round qui a eu des difficultés, il a réussi à retourner la tendance puis toucher la frappe qui va changer complètement la tournure du combat, puis il a gagné par KO grâce à ça. Moi honnêtement, je prends en considération le fait que Diego Lopez a affirmé avant le combat que c'était fini pour lui chez les poids plumes. Il y a eu 2 title shots qu'il a perdu. Donc je pense que tant que Volk est là, je ne verrai pas vraiment traîner dans cette division-là. Je pense que c'est quelqu'un qui veut rester actif, qui veut avoir sa chance pour les ceintures, etc. Donc moi je considère plus qu'il va se battre chez les poids légers en montant. C'est déjà quelqu'un qui est énorme pour les poids plumes. Là. Donc moi, je suis allé dans les match-ups qui s'en viennent. Ils viennent juste de se battre. Puis sur la prochaine carte, on a un très très bon combat. Puis ça va être Paddy Pimblett et Benoît Saint-Denis. Les deux se battent. Moi, j'enverrais Diego Lopez contre le perdant de ce match-up-là. Les deux sont vraiment près du top 5. Là, juste à l'extérieur, je pense que Benoît Saint-Denis est peut-être 4e, 5e. Pimblett est environ 6e, 7e. Je pense que ça serait une belle entrée pour Lopez dans cette catégorie-là. Je l'enverrais pas contre un Oliveira, je l'enverrais pas contre un Holloway ou un Arman. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Surtout que
Sa victoire qu'il vient d'avoir, c'est quelqu'un qui était 11e à peu près. C'est pas vraiment un top guys. Donc, pour moi, ce serait un très très beau match-up. Diego Lopez n'aurait pas du tout un avantage de frame comme qu'il y a sur tous ses adversaires. Il aurait environ la même taille que ces deux adversaires-là. Pimblet, ça fait à peu près 5 pieds 10, Benoît, c'est à peu près 5 pieds 11. Puis ben, ça serait vraiment une guerre parce que Diego Lopez, il aurait vraiment un style similaire à Benoît Saint-Denis et Pimblet. Donc, des grosses frappes avec une pression énorme, un excellent grappling. Moi, je trouve que ça serait vraiment un match-up incroyable de voir que ce soit les échanges de grappling ou les échanges en striking. Les deux, vraiment, ils ont une puissance, etc. Puis, ben, le vainqueur de Pimblet, c'est Denis. Justement, je le verrais peut-être plus lui vers un Oliveira qui maintient aujourd'hui une ceinture BMF. C'est comme c'est Denis contre Oliveira, la BMF, ça ferait complètement du sens. Puis, ben, Lopez contre Pimblet, ça serait un très très bon match-up. Voilà. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Je trouve vraiment que changer de catégorie pour quelqu'un qui a autant de succès, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités et de bons match-up. Parce que moi, Diego Lopez, en termes de skills, je pourrais le voir gagner les deux combats. Le problème, évidemment, ça va être la physicalité, le physique. Probablement qu'il n'y a pas la même force physique. Donc, en grappling, ça va être assez difficile contre ces adversaires-là. Mais j'ai très hâte de voir. Si jamais on dit qu'il reste, je ne l'ai pas inclus dans la vidéo, mais ce serait contre Yair Rodriguez pour moi. Parce qu'ils ont une rivalité, ils ont eu des embrouilles par le passé. Rodriguez est très peu actif. Puis ben, ce serait bon que pour de bon, il se fasse faire un vrai bon combattant du top 5 chez les poids plumes. Prochain combattant va avoir suivi une défaite. Deuxième combattant va avoir suivi une défaite, c'est Kyle Daukaus. C'était pas le meilleur look, c'était pas la meilleure performance qu'il y a eu, on s'entend. Il s'est incliné par KO au premier round après avoir été quand même dominé au sol ou debout. Moi, j'en vais quand même un petit peu dans un step en descendant parce que ben, je l'enverrais pas trop bas en fait parce qu'il y a tout de même KO Michel Pereira et Gerald Meerschaert qui sont deux bons gars en dehors du classement. Il les a KO au premier round. Donc je présenterais quand même un bon niveau en dehors du top 15. Mais il faut quand même qu'il redescende un peu de niveau. Donc c'est également un match-up qu'on va voir cet été en fait prochainement. Ça va être Marc-André Barriault ou Brad Tavares. Ça serait le gagnant des deux en fait. Donc si Marc-André Barriault, qui est d'ailleurs un Québécois, l'emporte face à Brad Tavares, je l'enverrai face à Kyle Daukaus. Parce que pour moi, Kyle Daukaus, je pense qu'il se situe peut-être un peu plus haut au niveau du classement à l'extérieur du top 15 que ces deux combattants-là. Donc pour moi, ça serait vraiment une bonne opportunité de lui d'avoir peut-être un défi qui est plus abordable un peu. On est sur des poids moyens qui sont plus vers la fin de carrière. Surtout Tavares, je pense qu'il est près de la quarantaine ou a eu la quarantaine. Puis un Barriault qui est sur un enchaînement de combats assez difficile pour lui. S'il gagne, ce serait une belle opportunité de l'envoyer vers un combattant qui n'est pas en train de tout déchirer non plus, mais qui est quand même à un bon niveau par rapport à l'extérieur du top 15. Puis Bo Nickal, fait important, je ne l'aurais pas imaginé, mais cette victoire-là lui a donné une place chez le top 15 dans les poids moyens, donc ça change beaucoup de choses. Mais Kyle Daukaus, c'est pas. Même parmi les gens qui sont pas classés à l'extérieur du top 15, il y a beaucoup de combattants pour moi qui sont quand même meilleurs que Kyle Daukaus. On a des Shara, Magomedov, etc. Puis moi, je veux pas trop l'envoyer rapidement dans le top 15 avant qu'il ait vraiment battu quelqu'un qui a le niveau top 15. T'sais, on a des Bruno Ferreira également qui sont même pas dans le top 15 puis qui sont extrêmement bons. Le seul top 15 que je pourrais peut-être y offrir chez les poids moyens, ce serait Roman Dolidze, qui est vraiment sur une pente descendante dans sa carrière, donc ça pourrait être une porte d'entrée. Mais il s'est battu récemment contre Chris Leeward Duncan, il n'a pas une très bonne performance, je pense qu'il n'est pas très actif non plus. Donc moi j'ai plus donné un défi qui est juste à l'extérieur du top 15, donc il n'y aurait pas un grand écart en termes de positionnement. Ce serait Abus Magomedov. Donc Abus Magomedov était classé dans les top 15 très récemment, quand même de l'année dernière. Puis il a perdu contre Joe Pyfer par soumission. Puis ben, il est sorti du top 15, mais il doit être environ 16e ou 17e au monde chez les poids moyens. Donc ça serait vraiment un très bon défi. On aurait le 15e contre environ le 16-17e. Il y a un bon step-up par rapport à Kyle Daukaus chez Abus. C'est quelqu'un qui est très fort physiquement, qui est énorme pour la division. Là. C'est pratiquement un light heavyweight, Magomedov. Très bon debout. Donc c'est un gros défi pour Bo Nickal. Mais il y a un très mauvais cardio. Donc là, peut-être que Bo Nickal, il y aurait un moyen de s'imposer sur les derniers rounds. On va très intéressant.
Pour moi, c'est son second plus gros défi en carrière après The Raider, évidemment. Donc, beau défi pour lui. J'attendrai personnellement avant de l'envoyer vraiment chez les 10e, etc. dans la catégorie. Voilà. Michael Chandler. Dure défaite pour lui. C'est probablement sa pire défaite, je pense, à l'UFC pour le moment. Parce qu'il s'est vraiment fait dominer de A à Z. Qui s'est vraiment écroulé sous la pression, les coups. Il n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Il a très peu touché de frappe. C'était encore pire que contre Pinblett. Je pense que c'est 38-39 ans, ça approche la quarantaine. Moi, je prends en compte que il risque de se battre jusqu'à genre 43 ans, ce gars-là, ok? Mais pour la vidéo, un peu pour le délai, etc., c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler en ce moment à l'UFC, surtout depuis qu'il a battu Tony Ferguson. Moi, là, je l'enverrai à la WWE. By l'UFC, Michael Chandler, tu peux déposer les gants. Je pense qu'il y aura une très belle carrière en tant que lutteur professionnel. L'athlétisme qu'il a est exceptionnel. Il a un charisme, puis il a une très très bonne personnalité au niveau du micro. Donc, au lieu de perdre des années de sa vie encore à se faire KO à l'UFC, il pourrait peut-être faire plus d'argent même en lutte, puis il n'aurait pas autant de dégâts au cerveau, puis il pourrait vraiment utiliser ses skills physiques-là. Donc, ça serait quand même assez drôle de voir un Chandler contre Logan Paul en lutte. Donc, c'est ciao, tout simplement, pour Chandler. Il prend son sac, puis il va en lutte à la WWE. On enchaîne directement avec Mansour Rufi, qui a, pour lui, dominé Michael Chandler, justement. Lui, c'est très très bon pour lui. Michael Chandler, je pense, était 9e. Il est vraiment sorti du top 6, top 7, tout ce qui était pendant assez longtemps. Donc, ça n'a pas vraiment propulsé Rufi assez haut. Il va probablement être un petit peu à l'intérieur du top 10, genre 8e, 9e, etc. Il a battu Fiziev juste avant par KO. Là, il est sur une très belle série de KO, Rufi. Moi, ce que je ferais, ça serait de l'enlever contre Max Holloway. Et ça, peu importe si Holloway gagne ou perd contre Conor McGregor. Si Max Holloway gagne, je ne le verrai pas pour un title shot nécessairement parce qu'il vient juste de perdre contre Oliveira. Donc, il faudrait au moins qu'il y ait 2 combats pour au moins avoir la chance soit d'avoir un combat pour le titre ou un combat pour la place numéro 1. Il s'est battu contre Oliveira, il s'est battu contre Gaethje, il s'est battu contre Topuria aussi. Donc ça ne laisse pas énormément de place. Il y aurait peut-être un Pinblett ou un Benoît Saint-Denis. Mais je pense que Rufi aurait sa place dans son prochain combat dans le top 5. Puis pour moi, Masoud, c'est lui qui fait le plus de sens. Ça serait également un très très bon match-up en termes de style. C'est parmi les 2 meilleurs strikers de l'UFC, les 2 meilleurs strikers pratiquement de la catégorie des poids légers. Puis, moi je pense que vraiment que Masoud va redescendre après le combat contre McGregor. Je ne pense pas que nécessairement qu'il va rester chez les poids welter. Il n'y a pas vraiment le frame pour ça. Il n'est pas assez large, fait large, etc. Puis McGregor, je pense pas que s'il perd ou s'il gagne, il y aura un combat contre Mauricio Rufi, même si ça va être intéressant. Je pense que Mauricio Lewis c'est plus vers là qu'on va se diriger pour moi. Prochain combat d'Eric Lewis. Lui, c'est un peu comme un Chandler, mais il a un peu plus sa chance quand même parce qu'on s'entend que le top 15 chez les poids légers et le top 15 chez les poids lourds, c'est pas le même niveau du tout. Le top 15 chez les poids lourds est vraiment top heavy, donc il est vraiment concentré au niveau du sommet. C'est vraiment les 5-6 premiers qui sont très bons, le reste, il y a une grosse chute de niveau. Tandis que le top 15 chez les poids légers, on a beaucoup plus de niveau. Donc c'est pour ça que j'enverrais peut-être plus Chandler ailleurs dans sa carrière. Mais les poids lourds, il y a toujours moyen un peu de moyenner, à avoir des KO par-ci par-là. Si Derek Lewis veut rester, on va l'envoyer à l'abattoir. Mario Pinto, mon gars. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un des bons prospects qui monte chez les poids lourds. Moi, je suis vraiment quand même content de ce qui se passe. Pendant longtemps, c'était la paix catégorie de l'UFC, les poids lourds. Puis là, elle train de monter petit à petit. Il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Il y a comme un remplacement avec une nouvelle génération qui sont en train de remplacer petit à petit le top 15. Puis Mario Pinto, il est vraiment là-dedans. Je pense qu'il y a 2 ou 3 victoires à l'UFC. Je pense qu'il y a 3 victoires par l'UFC. Il est invaincu. Il est très grand, il est très technique. La nouvelle génération qu'on voit sont vraiment très polyvalents. Donc, il est capable de lutter, capable de striker. Sa dernière performance était contre quelqu'un qui n'était pas vraiment la meilleure fiche à l'UFC ou chez les professionnels, mais qui était très physique, frappait très fort. Donc, ça a été assez difficile pour Pinto. Je pense pratiquement que Derek Lewis serait plus facile que cet adversaire-là. J'ai oublié le nom, là. Puis, voilà, je pense que
Mario Pinto pourrait l'emporter, ce combat-là. Drake Lewis ferait vraiment qu'il reforge son mental de A à Z pour vraiment être plus en mode guerrier. Puis il faut faire plusieurs rounds sans perdre en énergie, sans perdre en mental, etc. Puis Mario Pinto, pour lui, ça ferait une porte vers les top 15, justement. Drake Lewis est en train de descendre vraiment petit à petit. Puis il est pratiquement près de sortir du top 15. Là. Il est vraiment rendu dans le bas du panier. C'est une porte d'entrée pour Mario Pinto, qui est un prospect intéressant chez les polos. Très bon combat pour moi. Pour le gagnant Joshua Kidd, plein de portes qui s'ouvrent à lui. C'est quelqu'un qui est nouveau. Il y a seulement 2 victoires dans le top 15, dont une dans le top 5 contre Curtis Blade qui était 4e. Moi, je ne le verrais pas battre contre Pereira. Ça fait pas vraiment de sens en termes de carrière pour Pereira. Je ne devrais pas accepter ce combat-là, surtout que c'est pas quelqu'un qui aime s'embarquer dans ce genre de jeu-là, de trash talk, etc. Puis je pense qu'il va prendre beaucoup de temps off Pereira pour une fois, pour essayer de récupérer. Il est plus autant jeune. Joshua Kidd, je veux le renvoyer très tôt cette année dans la cage, dans l'octogone. Je pense qu'il pourra se rebattre dans les prochains mois. J'hésitais vraiment 2 personnes. Les 2 personnes contre qui j'hésitais, c'était Sergey Pavlovich et Alexander Volkov. Tous 2 viennent de se battre assez récemment. Ils n'ont pas subi énormément de dégâts. Surtout Pavlovich qui a vraiment eu un KO expéditif au premier round contre Talison Texera. Moi j'enverrais Josh Kidd contre Pavlovich. Donc là c'est fini le niaisage. C'est pas un Curtis Blade qui est assez lent, qui va être la misère à s'imposer sur un combat qui est vraiment sale avec beaucoup de boxe. C'est pas un Drake Lewis qui est en fin de carrière. C'est un Pavlovich prime, bien chargé à bloc de puissance, qui est très bonne défense de lutte, qui a les plus grosses portées qu'on a vues à l'UFC. Là, la portée est énorme. Probablement que ça va être très difficile pour lui de rentrer avec son style en boxe. Puis il est 3e ou 2e. Donc ça serait vraiment une échelle pour lui de s'approcher du titre. Ça serait un combat très difficile. Il y aurait peut-être moins de trash talk un petit peu. On est l'Américain versus la Russie, etc. Donc, deuxième très gros challenge. Donc, après Blade, challenge un petit peu plus gros encore, Pavlovich. Là, on est vraiment dans les gros gars. Qui vont être vraiment difficile à battre pour lui chez les poids lourds. Prochain combat, on passe directement à Ayman Zahabi, le Canadien, le Montréalais, qui a perdu contre Sean O'Malley par KO deuxième round. Ayman Zahabi, c'était pas le plus actif de l'UFC. La fois que c'était battu, c'était à la carte. Je sais pas si Edmonton ou Vancouver, c'était un final au Canada. Puis c'était battu contre Chito Vera. Puis ça fait assez longtemps, c'était en automne dernier. Donc je ne verrai pas se rebattre en fin d'année. C'est pour ça que j'hésite vraiment parce que le top 15 est vraiment comme. Il est comme un genre de blocage parce que c'est dur d'avoir des combats. Puis moi je l'enverrai contre Peyton Talbot. Si Peyton Talbot est prêt à attendre un petit peu. C'est un peu chiant en fait. Moi c'est vraiment ce que je pense que l'UFC ferait. Peyton Talbot est un peu un favori de l'UFC. Il est entré au top 15 avant Raoni Barcelos alors que Barcelos a battu Talbot. C'est assez bizarre, bref. Puis moi je pense qu'ils vont essayer de donner un combat qui est un petit peu plus bas, un peu plus facile que vraiment eux du top. Après sa performance contre André Cerudo. Je pense qu'ils vont donner peut-être un Zahabi justement. Donc moi j'ai un peu ça de l'angle de Peyton Talbot. Qui pourrait donner. J'aurais bien un Zahabi justement qui est peut-être plus vers la fin de carrière. Qui vient juste de perdre alors qu'il y a une belle série de victoires. Voilà. C'est un peu chiant pour Zahabi. Sinon, je devrais peut-être voir contre Martinez qui est supposé se battre contre Umar Magomedov, qui est un Mexicain qui est entré dans le top 15. Mais bon, je pense que l'UFC, je pense qu'il cherche quelqu'un pour Talbot qui est pas trop difficile. Je pense pas qu'il donnerait un Song Yadong à Talbot, etc. Je pense qu'ils vont donner peut-être plus un Zahabi ou quelqu'un comme ça pour vraiment se monter plus facilement dans le top 15 parce que c'est comme ça qu'ils montent généralement les gens qui ont un privilège. Même si, bon, c'est un match-up qui est très difficile pour Zahabi, honnêtement, on va pas se faire mentir, surtout en voyant la performance que Talbot a eu contre Cerudo qui était très très dominante. Puis ce bas d'O'Malley, très difficile à prédire, honnêtement. Comme j'ai dit, il y a un gros blocage du top 15, là, du début à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez difficile pour Charles Jourdain d'avoir un combat dans le top 15 parce que le bas change beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui
sont pas actifs, etc. Fait que ça fait vraiment des blocages. Puis au top, c'est pareil. Donc, moi, j'irais vraiment soit un Peter Yan ou un Corey Sandhagen. Moi, je pense que O'Malley sera pas actif avant au moins le début de l'hiver prochain, donc novembre-décembre prochain. Peter Yan et O'Mara sont battus depuis longtemps. Donc moi, je verrais peut-être justement ce combat-là se faire peut-être en août ou en septembre. Peut-être plus en septembre-octobre en fait, parce qu'à août, on a le Islam Makhachev contre Ian Garry qui a été annoncé. Puis en fait, si Peter Yan gagne contre Merab, j'enverrais Sean O'Malley se battre contre Peter Yan. Je pense que Peter Yan, où ce qui est rendu dans sa carrière, il est capable de se retourner assez rapidement. Il est rendu beaucoup plus actif qu'avant. Là, on l'a vu se retourner très rapidement pour sa chance pour le titre qu'il a eu contre Merab. Il s'était battu l'été même contre Marcus McGee avant de se rebattre vers la fin de l'automne, début de l'hiver, 3 mois après environ pour la ceinture. Donc je pense que lui serait peut-être prêt à revenir rapidement puis se battre contre Sean O'Malley pour la ceinture. Je pense qu'il mériterait. Sinon, si Peter Yan perd et Merab gagne la ceinture, j'enverrais O'Malley contre Corey Sandhagen parce que c'est un match-up de rêve qu'on veut tous voir depuis des années. C'est littéralement des match-ups miroirs. C'est deux gars qui ont exactement la même taille, qui sont des strikers très très techniques. Sandhagen a eu plus une tendance à utiliser la lutte récemment dans sa carrière du jiu-jitsu beaucoup. Mais bon, c'est vraiment un match-up qu'on veut voir. Donc, puis je verrais pas O'Malley se battre une troisième fois contre Merab, ça fait pas de sens. Si Merab gagne, je le ferais se battre contre Umar Nurmagomedov pour le rematch. Puis O'Malley, ben, Sandhagen pour aussi serait un bon combat. Parce que c'est assez difficile. Parce qu'Umar mérite quand même aussi de se battre pour la ceinture, peut-être plus qu'O'Malley, parce qu'il va y avoir 3 victoires. Mais des fois, l'UFC, c'est plus le côté business qui ressort. Puis O'Malley Peter Yan, c'est un énorme combat qui peut vraiment attirer beaucoup de spectateurs. Puis ben, Sandhagen contre O'Malley, c'est un énorme fight aussi. C'est probablement des meilleurs combats que tu peux avoir dans la catégorie, qui n'est pas un combat pour le titre. Donc, deux bons combats. Vous me direz ce que vous en pensez entre le Peter Yan, les rematchs, etc. qui peut gagner. Alex Pereira. Très compliqué. Moi, je pense qu'il va rester chez les poids lourds, honnêtement. C'est à 38-39 ans. Je l'enverrai. Il a pris comme 30 livres. Là, il a fait 251 livres, je pense. Puis il a coté un peu de poids. Avant la Fight Week, il faisait 258 livres, je pense. Pensez-vous vraiment qu'il va coter 60, qu'il va se descendre 60 livres pour faire 205 livres? Moi, je pense vraiment pas, c'est à son âge. Moi, j'enverrais contre Asela Volkov. Donc, étant donné que Pavlovich, c'est comme les deux qui sont proches de la ceinture, qui sont proches d'avoir un title shot entre Volkov et Pavlovich, moi, je donnerais plus Volkov, parce que Volkov est meilleur que Pavlovich. À ce qu'on a vu récemment, il a dominé Pavlovich debout. Il est justement, je pense qu'il est deuxième, je pense. Pavlovich est troisième, je pense. Puis Pereira, c'est un meilleur match-up pour lui, je pense. Volkov est très grand. C'est une des premières fois, je pense, c'est l'habitude qu'on va voir quelqu'un, à part Sregan, mais qui va être plus grand que lui, beaucoup plus massif que lui. Puis, Pavlovich Volkov pratiquement bat Sregan récemment, il y a 1 an ou 2. C'était une décision très controversée, parce que même moi, je pensais qu'il avait battu Sregan. Donc, c'est assez intéressant comme combat. Je pense que c'est un bon match-up qui peut être quand même gagnable pour Pereira. Volkov est assez lent debout, malgré le fait qu'il est très long, avec des low kicks très lourds. C'est surtout ça. Mais il est assez lent. Il bouge pas autant que Sregan. Donc, il y a peut-être le chaos qui peut être possible à aller chercher pour Pereira. J'enchaîne directement avec Sregan. C'est évident. C'est Thomas Spinal. Le rematch est encore plus big, plus attendu que le premier combat. Honnêtement, le premier round était serré. Moi, je faisais partie de ceux qu'il y avait quand même une retenue sur le fait qu'Aspinall avait quand même encore ses chances, même si le round allait de Sregan à Sregan de peu. Là. Mais là, on a vu complètement Sregan s'imposer face à Alex Pereira, qui n'a pas eu trop de problèmes. Est-ce qu'il s'est amélioré? Je sais pas. Mais on dirait que ça avait comme un peu basculé les chances. Parce que moi, Aspinall, avant, j'avais vraiment quand quelqu'un qui avait aucun défi, là, qui avait aucune personne qui pouvait y offrir un combat difficile. Mais là, honnêtement, Gann, je pourrais peut-être même le pic. S'il défend la lutte, puis ça va sur 5 rounds, on sait qu'il y a un bon cardio, c'est très difficile pour Aspinall.
va falloir quand même qu'il retravaille ses cartes, qu'il arrive avec un bon game plan, puis qu'il guérisse de son œil évidemment. Mais c'est le combat évident, c'est le combat à faire, il n'y a rien d'autre pour Sagan. Main event de la soirée, Ilia Topuria qui perd malheureusement contre Justin Gaethje. Assez compliqué comme défaite. Moi, je ne le verrais pas revenir avant la fin de l'année. Donc, pour moi, ça ira pas avant 2027. Topuria n'est pas très actif. Puis, ses blessures sont très graves. Là, il y a eu fracture du nez, fracture des deux os au niveau des orbites. Ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre des mois à guérir. Est-ce que je le verrais avoir un autre camp d'entraînement exactement après? Non. À part s'il y a un peu l'effet d'Oliveira où il est très motivé et il veut revenir. Peut-être. Pour moi, il va au moins attendre un cycle de combat. Donc, je dirais que tout le monde qui est après dans le top 10, top 5 vont s'être battus avant qu'ils reviennent. Puis, moi, ça serait contre Arman Tsarukyan. Parce que moi, je pense que Tsarukyan va se battre pour la ceinture prochainement. Ce qui risque de gagner, honnêtement, à mon avis. Puis, Topuria, ça me dérangerait pas vraiment de l'envoyer contre un autre title shot. Parce que Gaethje, je pense qu'il pourrait prendre sa retraite s'il perd contre Arman Tsarukyan, pardonnez-moi. Après ça, Oliveira, je pense pas que Topuria se battrait contre Oliveira. Il vient juste de KO. Est-ce qu'il se battrait contre Max Holloway? Je pense pas. Il y a McGregor, mais McGregor, il faudrait qu'il gagne contre Holloway, ce qui m'étonnerait énormément. Il y a Paddy Pimblett ou Ben Saint-Denis. Mais je pense que justement, le gagnant va se battre contre Oliveira. Donc, il y a comme un peu un logjam, un peu un barrage qui va un peu bloquer. Puis c'est dans ce cas-là que ça ne me dérangerait pas d'envoyer Topuria pour le title shot. Parce que c'est ce qu'on a vu dans le passé, des gens qui sont vraiment très hauts, sans même des fois se rebattre pour un title shot, parce que les disponibilités, des fois, ça concorde pas vraiment. Poirier, il y a eu un title shot non mérité contre Islam parce que ça concordait pas vraiment avec les autres combattants au moment qu'ils se sont battus. Donc ça me dérangerait pas vraiment, honnêtement, de l'envoyer directement pour un title shot parce que tout le monde va déjà avoir s'être battu avant. Probablement qu'il y aura des combats qui vont être organisés au moment où il va revenir puis qu'il n'y aura pas tout le monde disponible, comme j'ai mentionné. Puis, ben, si Arman perd, ce qui m'étonnerait, mais qui est toujours possible, je l'enverrais se battre contre lui aussi. Parce que dans tous les cas, pour moi, c'est un des plus gros combats de l'UFC. Si Topuria remporter dimanche prochain, pour moi, ce serait comme le deuxième plus gros combat de toute l'UFC en ce moment, après Topuria versus Islam, justement, qui serait le premier si jamais ça arrivait. Là. Énorme combat, ils ont des beefs sur les réseaux sociaux depuis des années. Les deux, ils ont un gabarit très similaire, ils ont la même taille, 5 pieds 7, 5 pieds 8. Les deux, c'est parmi les meilleurs de l'UFC. Donc, pour moi, c'est ce combat-là, on l'attend depuis très longtemps. Puis finalement, on va finir la vidéo avec Justin Gaethje. Moi, c'est vraiment la meilleure option, ok? Moi, je pense que c'est ciao, tout simplement, pour Justin Gaethje. Regardez la photo, il est magané. Même lui, je dis, il doit se dire, moi, no way, que je vais refaire un autre camp d'entraînement de 3 mois pour me battre contre un autre tueur. Par contre, son salaire a probablement décuplé parce que c'est devenu une star, encore plus qu'il l'était. Il est champion, donc là, ça a des payes dans les millions. Mais lui, vraiment, il s'était promis qu'il allait faire une dernière montée pour le titre. Il a eu son titre. Est-ce qu'il va vraiment vouloir revenir puis se battre contre un gars comme Arman, contre Charles Oliveira? Il y en a qui l'ont déjà battu contre Holloway ou Oliveira l'ont déjà battu. Je pense pas. C'est vraiment pour lui la performance de sa vie. C'est vraiment beau qu'il prenne sa retraite après s'être battu pour la Maison Blanche. Après avoir battu un des meilleurs combattants de l'histoire, puis avoir eu une ceinture, 2 ceintures même, la ceinture de la Maison Blanche et la ceinture des poids légers. Puis ben en fait, ça nous laisserait vraiment un beau trou parce que Gaethje prend sa retraite, ça laisse une ceinture vacante. Tu fais Arman contre Charles Oliveira, puis après ça, Topuria, à son retour, pourra se battre contre Arman s'il devient champion, puis ça ferait un énorme combat. Les rôles seraient ici inversés parce que Arman serait champion, Arman serait champion, Topuria serait le contender, désolé,
Donc les rôles seraient complètement inversés, probablement qu'il y aurait beaucoup de trash talk, etc. Le combat serait encore plus hype, plus attendu qu'il pourrait l'être. Puis ben, et voilà. Je pense vraiment que c'est ça en fait. Ça permet vraiment de placer les choses. Oliveira, il perd contre Arman, il se bat contre le gagnant de Paddy et Denis. Donc moi je pense vraiment que ça ferait beaucoup de sens pour Gaethje prenne sa retraite, surtout avec son âge, surtout avec le moment qu'il a eu la ceinture. On sait qu'il a dit qu'il ne voulait pas vraiment se rebattre après avoir eu sa montée pour le titre. Donc voilà. Dites-moi si vous avez bien aimé le concept. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais essayer de sortir peut-être une petite capsule pour mes prédictions pour la carte de Cap versus Horiguchi sur mes réseaux sociaux. Puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.